Formé à la Jaunière, il a été champion du monde des moins de 17 ans avec l'équipe de France et a par la suite enfilé la tunique des guerriers de la terre de ses ancêtres, la Côte d'Ivoire. Sa présence sur le terrain, ses passes, sa capacité à perforer les défenses les plus solides et surtout sa fougue font de lui une pièce maîtresse. En 2012, à 28 ans, pendant qu'il évolue encore à l'OGC Nice, il décide de raccrocher les crampons des suites d'une phlébite. L'arrêt prématuré de sa carrière pourrait amener à penser que la rédaction d'une interview sur lui est chose facile et cool. Mais il ne faut pas croire, hein, les gars, c'est tout autre chose. Amis sportifs, bonsoir. Emers, salut. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va un peu souffrant, mais ça va aller. Oh là là, Yako, comme on dit à Abidjan. Prompt rétablissement en tout cas à toi. Merci. Alors, on va partir tout de suite dans le vif du sujet, hein. Moi, je souhaite savoir, Emers, je veux dire, à quel âge et dans quel contexte tu intègres le centre de formation de Nantes? Ouais, je devais avoir 12 ans et c'était un mercredi. Moi, j'étais à la maison, je rentrais de l'école et puis le mercredi, avec mes potes du quartier, on avait l'habitude de jouer au foot là, sur notre terrain là-bas. Et ce mercredi-là, bon, je me mets à ma fenêtre et je vois qu'il n'y a personne sur le terrain. Donc, je commence à me poser des questions. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les téléphones, il n'y avait pas des moyens de communication où tu peux appeler ton pote pour savoir où il est. Donc, bon, je me suis mis à ma fenêtre et puis j'ai vu tous mes potes à l'arrêt de bus avec leur sac à dos. Donc, moi, je me suis même pas posé de questions. J'ai pris mon sac à dos, je suis descendu, puis je les ai rejoints à l'arrêt de bus et je leur ai dit, bon, mais c'est comment, on joue pas aujourd'hui? Et ils m'ont dit, non, aujourd'hui, il y a les détections là pour rentrer au FC Nantes, donc on va aller tenter notre chance là-bas. J'ai dit, bon, allons-y alors. Donc de là, et toi, tu vas comme ça sur un coup de tête, même sans t'attendre, tout de suite, tu vas comme ça. Ouais, moi, à partir du moment où je joue au foot, franchement, j'étais content. Franchement, ça pouvait être au quartier, ça pouvait être à tel ou tel endroit. Moi, à partir du moment où je jouais au foot avec mes potes, j'étais content. Donc moi, je les ai suivis. On a été à la détection. On est arrivé là-bas. Il y avait au moins une centaine de jeunes comme ça. On a fait 3 ou 4 équipes. Et puis, il y avait 2 terrains. Donc, bon, on faisait des matchs de 30 minutes. Puis, à la fin des matchs, il y a le coach là, du FC Nantes qui vient et puis me dit, bon, si ça te dérange pas, si ça te va, on aimerait bien te revoir la semaine prochaine. J'ai dit, bon, allons-y. Donc, la semaine d'après, je suis retourné. Sur tous les petits, là, on était trois. Donc, on s'est entraîné avec les petits du FC Nantes, ceux qui étaient déjà au FC Nantes. Et puis, on a fait 1, 2, 3 entraînements. Et puis, au bout du 3e entraînement, ils me disent, bon, si toi, t'es partant, si tes parents sont d'accord aussi, on aimerait bien que tu signes chez nous pour la saison prochaine. Je vais dire, allons-y. J'allais te poser la question, justement. Est-ce que ça a été facile de convaincre tes parents, en fait? Bon, mon père, il m'avait accompagné pour le dernier entraînement. Et puis, bon, comme j'étais quand même sérieux, je faisais pas trop de bêtises, j'avais des bonnes notes à l'école. Donc, mon père, il m'a dit, bon, t'es un bon petit, donc il n'y a pas de raison qu'on t'empêche de faire ta passion. Et puis, si en plus c'est au FC Nantes, c'est encore mieux pour toi. Donc, non, pas de problème. Donc, vas-y, fonce. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri au FC Nantes. D'accord. Alors, je me dis pour toi, le football, c'était juste une passion, hein. Mais est-ce que dès l'intégration du centre de formation à Nantes, tu te dis tout de suite, c'est bon, tu peux en faire un métier? Non, pas du tout. Moi, je jouais. Peut-être que ça a été une force pour moi. Je jouais vraiment par passion. Puis, j'étais un peu naïf, en fait. Je connaissais pas le monde du foot. Je savais pas qu'on pouvait vivre du foot. Je savais pas que le foot avait des répercussions dans le monde et qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent dans le foot. Donc, moi, je jouais vraiment pour me faire plaisir sans penser que j'allais en faire mon métier. Je vois. Vu que tu dis que tu étais naïf, bah, généralement, qui est naïf rencontre des difficultés et tout. Bah, j'ai pu lire dans l'une de tes interviews que tu avais des problèmes de vue étant plus jeune. Et donc, comment est-ce que tu arrives à surmonter toutes les difficultés que tu rencontres je veux dire, au tout début de ta carrière? Non, tu t'adaptes. Hein. Au début, tu as des problèmes de vue. Mes parents n'étaient pas millionnaires, donc à l'époque, c'était compliqué d'avoir une paire de lunettes. Hein. À l'époque, c'était un luxe. Donc, bon, moi, j'avais pas de lunettes, mais j'avais des problèmes de vue, donc je m'adaptais. Par exemple, quand j'allais à l'école, je me mettais toujours devant
pour pouvoir voir ce qui était netto au tableau. Après, bon, sur le terrain, ça allait quand même plus ou moins parce que bon, les joueurs sont gros, le ballon est gros. Donc bon, ça m'a pas trop empêché de jouer, d'avoir des problèmes de vue. Et puis, quand j'ai commencé à toucher un peu d'argent, j'ai fait mon opération pour être tranquille. Parce que c'est surtout le soir, quand il y avait la lumière des projecteurs que j'avais du mal à voir. Donc, quand j'étais en jeune, ça allait, on jouait le matin ou l'après-midi. Mais c'est quand je suis arrivé chez les pros que ça a été plus compliqué, mais j'avais les moyens de m'acheter des lentilles et puis de me faire mon opération des yeux. Bah, dans ce cas, pourquoi tu n'as pas décidé quand tu as eu les moyens, pourquoi tu n'as pas décidé de porter les lunettes comme ton idole Edgar Davis? Bon, c'était compliqué à l'époque, hein. C'était compliqué, il fallait avoir une dérogation. Ils n'étaient pas trop chauds pour qu'on puisse jouer avec des lunettes, en fait. Donc, pour, pour, pour être aussi plus tranquille dans ma vie de tous les jours, j'ai préféré faire l'opération et ne plus avoir à porter de lunettes ou de lentilles, parce que même les lentilles, des fois, bon, s'il y a un contact avec ton adversaire, tu peux perdre la lentille. Je me souviens une fois, j'avais marqué contre Nancy, c'était mon but avec les supporters, et puis dans la joie, là, il y a un supporter qui m'a enlevé la lentille, donc c'était compliqué, donc je voulais vraiment être tranquille avec mes problèmes de vue et j'ai fait l'opération. D'accord, je comprends. Alors, tu es formé au Nantes, tout se passe bien jusqu'à la Coupe Gambardella en 2002. Alors, je veux dire, bien avant la Coupe Gambardella, d'abord, tu as la chance, bien sûr, de faire partie des moins de 17 ans en équipe de France à gagner la Coupe du Monde. Et tous ces trophées-là te permettent de gravir les échelons. Est-ce que tout ça facilite l'intégration en équipe A de Nantes? Oui, déjà quand tu es international français en jeune, t'as toujours un statut particulier dans ton club. Et après, bon, j'ai eu la chance de gagner la Coupe du Monde, donc médiatiquement, on a beaucoup parlé de nous. Et, j'avais en plus après gagné la Gambardella, donc j'étais capitaine. Donc bon, on parlait beaucoup de moi, donc c'était plus facile pour moi d'intégrer le groupe pro parce qu'on me connaissait entre guillemets. Et puis quand on avait besoin de jeunes du centre pour aller s'entraîner avec les pros, on prenait souvent ceux qui étaient internationaux. Et comme j'en faisais partie, j'avais la chance de souvent intégrer le groupe. Je vois. Alors, dès la première saison en professionnel en 2004, tu as l'occasion d'offrir une coupe même de la Ligue. Mais vous êtes battu en finale au tir au but par Sochaux. Comment vous vivez cela dans les vestiaires? C'est dur parce qu'on on avait fait un gros match. On avait fait un gros match, on avait dominé Sochaux et on avait perdu au tir au but alors qu'on avait peut-être à un moment donné l'avantage de remporter la coupe au tir au but. Donc ça a été compliqué, mais bon, à l'époque, c'est vrai c'était encore le grand FC Nantes. Donc bon, d'un côté, on était quasiment sûr qu'on allait remporter d'autres titres. Donc on était déçus sur le coup, mais on savait qu'on allait être amené à remporter d'autres titres dans les années qui suivent. Justement, tu vois, je veux dire, tu me facilites dans la démarche après de mon exposé ou du moins de l'échange. Parce que déjà finaliste de la Coupe d'Europe avec les Bleuets, on va dire. Champion du monde avec les moins de 17 ans. Ensuite, la Coupe Gambardella. Est-ce que tu réalises tout ça en ce moment-là? Est-ce que tu réalises toute la chance que tu as? Bon, moi, j'ai toujours réalisé la chance que j'avais parce que comme le foot, c'était ma passion, j'avais la chance. Moi, en fait, avant le foot, avant d'être en équipe de France, j'avais jamais voyagé. Et là, avec l'équipe de France, on est parti faire un tournoi au Brésil. On a fait la Coupe du Monde à Trinidad et Tobago. On jouait des fois des matchs à l'Euro. L'Euro, c'était en Angleterre. Je me souviens, en demi-finale, le stade était plein. Le stade de Newcastle, il était plein. Il était rempli. Donc oui, j'avais conscience que j'avais vraiment de la chance de pouvoir participer à ce genre de rencontre. D'accord. Bon, maintenant, je souhaite, MS, qu'on parle de ton transfert à l'OGC Nice. Mais d'abord, je tiens à souligner que tu es transféré au Reading FC. Tu accèdes pour la première, bon, disons le Reading, FC qui accède pour la toute première fois en Première Ligue à l'issue de la saison d'avant.
mais tu es finalement prêté après 11 matchs à l'OGC Nice. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé, c'est que, bon, c'est vrai que je suis arrivé dans un club c'était un club familial, hein, Reading. C'était un club où les gars, ils se connaissaient depuis 5, 6, 7 ans. Ils avaient commencé en troisième division là-bas en Angleterre. Ils s'étaient montés en deuxième division. Après, ils sont montés en première ligue. Bon, j'arrivais dans un groupe qui se connaît, où les gars se connaissaient déjà. Après, moi, le discours du coach au départ, c'était clair. Hein, on était 4 milieux de terrain pour 2 places. Et il m'avait dit que les meilleurs joueraient. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté, entre guillemets, d'aller là-bas parce que je savais que j'allais faire partie des 2 meilleurs. Et malheureusement, bon, ça s'est pas passé comme je l'avais envisagé. Et puis, le fait est que en équipe nationale de Côte d'Ivoire aussi, il y avait vraiment, vraiment une grosse concurrence au milieu, que je pouvais pas me permettre de ne pas être titulaire dans mon club, sinon au risque de perdre ma place en équipe nationale. Donc, je voulais vraiment trouver un club où j'allais pouvoir enchaîner les matchs et rester et garder ma place au sein de l'équipe nationale. D'accord. Donc, tu retrouves du coup un club qui te fait confiance, qui te ressemble pardon, vraiment dans son projet. Et donc, quelles sont tes premières impressions quand tu arrives au gym? Bah, premières impressions, c'est que moi, je sors de Nantes, hein, qui à l'époque, on va pas se mentir, c'était l'un des meilleurs clubs français, l'un des meilleurs centres de formation d'Europe, avec des installations et des conditions de travail qui étaient optimales. C'est vrai que quand je suis arrivé à Nice, ça m'a fait un peu bizarre, hein, parce que les conditions, c'était pas top top, hein. Le stade, il était encore petit, le centre d'entraînement, bon, il faisait avec les moyens du bord, on va dire. Donc, c'est vraiment le projet sportif qui m'a intéressé et on va dire que entre guillemets, j'ai fermé les yeux sur les conditions de travail là-bas parce que le projet sportif, il convenait à ce que je recherchais à cette époque-là. D'accord. MS, je sais qu'on te rabat ça tout le temps, hein, mais dis-moi, ton but contre l'OM, bah, ça reste indéniablement, je vais dire, un patrimoine pour toi, en fait, au niveau du foot. Comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu es toujours fier? Est-ce que tu continues de recevoir des remerciements des gens dans la rue et tout? Comment ça continue de se passer avec ce but? Ouais, c'est vrai, quand je suis à Nice, quand je rentre à Nice, c'est vrai que c'est la première chose qu'on me rappelle. C'est ce but que je mets à la dernière minute contre Marseille, qui en plus de ça, Marseille qui est championne de France à la fin de la saison. Donc c'est un souvenir, bon, bien sûr, qui restera dans ma mémoire toute ma vie et puis qui restera dans la mémoire des supporters aussi pendant des années encore. D'accord. Maintenant, on va parler de la Côte d'Ivoire. Ton passage, ton brillant passage chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'une sorte de statut dont tu bénéficies quand tu es international français. D'accord? Et toi, après avoir été finaliste du championnat d'Europe des moins de 16 ans, après avoir gagné la Coupe du Monde des moins de 17 ans la même année, et même après avoir été, je dis, vainqueur du tournoi de Toulon en 2004 en espoir, bah, bim, bam, boum, d'un seul coup, tu décides finalement de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Comment se fait ce choix? Difficile, hein. C'est pas facile parce que j'avais fait des bonnes choses sous les couleurs de la France. À Nantes, tout se passait bien pour moi. J'avais un bon statut. Puis avec les espoirs, on gagne Toulon. Avec Raymond Domenech, qui était sélectionneur à l'époque, il m'adorait. Je faisais vraiment partie de ces cadres. Et puis c'est vrai que d'un autre côté, il y a la sélection ivoirienne qui me tendait la main aussi depuis quelques semaines. Donc ça n'a pas été facile à faire, un choix qui a été difficile à prendre, mais j'ai toujours pris cette décision pour que ma carrière de joueur se passe du mieux possible. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, quand on regarde les joueurs qui composaient la sélection ivoirienne, on avait vraiment comme objectif d'être peut-être la première équipe africaine à, 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 à remporter un titre de coupe du Monde, hein. Franchement, quand je prends ma décision, c'est vraiment dans ce but-là, avec cet objectif-là. Et puis, c'est vrai que l'équipe qu'on avait à cette époque-là a fait que j'ai finalement choisi d'aller jouer pour la Côte d'Ivoire.
En tout cas, tu fais le bon choix vu que tu réussis à te tailler une place dans l'une des meilleures équipes que la Côte d'Ivoire ait pu connaître, la génération dite dorée. Et les 44 sélections, avec celle-ci, franchement, il fallait aller les chercher. Et toi, tu parviens, mine de rien, je veux dire, à faire partie des cadres. Bon, en tout cas, tu avais une belle place dans cette équipe. Et une après-midi du 27 mars 2005, pardon, tu rentres à la 68e minute de jeu, pendant que la Côte d'Ivoire mène, le Bénin par 3-0. Comment est-ce que tu découvres le Félicie en termes d'animation? Jamais connu ça avant, pour être honnête. J'avais jamais connu ça avant parce que ça, c'est une ambiance. Déjà, quand on arrive au stade à 2 heures, 2 heures et demie avant le match, en général, en Europe, quand tu arrives 2 heures et demie avant, il n'y a personne. Le stade, il est encore vide, les supporters les spectateurs ne sont pas encore dans le stade. Donc bon, t'arrives, toute l'ambiance est calme. Et là, c'est vrai que j'arrive 2 heures avant le match et là, je vois le stade rempli, ça chante, ça crie. Franchement, ça m'a donné des frissons. Ça m'a donné des frissons et c'est vrai que c'était la première fois que je connaissais ce genre d'ambiance dans un stade de foot. D'accord. Alors, on va essayer de grainer petit à petit parce que tu sais, ton passage avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a vraiment été prolifique. Vous avez participé pour la toute première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire à une Coupe du Monde, de façon rocambolesque, bien sûr. Est-ce que tu peux m'expliquer ou est-ce qu'on pourrait revenir sur le contexte de qualification déjà? Franchement, après la défaite à domicile contre le Cameroun, on n'y croyait plus. On n'y croyait plus. En plus. Ouais, on n'y croyait plus parce que pour nous, le Cameroun était venu nous battre à la maison et je les voyais pas faire un faux pas sur les 2 derniers matchs qui leur restaient. Pour moi, franchement, on était quasiment éliminés. Et puis, il y a eu ce coup du sort avec ce penalty pour le Cameroun à la dernière minute et le ballon qui frappe le poteau, si je me rappelle bien, est synonyme de qualification pour la Côte d'Ivoire. Donc, franchement, on s'y attendait pas et c'est ce qui a rendu encore la qualification meilleure, parce que finalement, nous, on avait fait le travail, en battant le Soudan. Mais maintenant, notre qualification dépendait d'un faux pas du Cameroun. Avec ce penalty à la fin, on s'est dit, bon, c'est fini. Et puis, finalement, penalty raté nous envoie directement en Allemagne. D'accord. Alors, la génération dorée, si je pourrais le souligner, c'est la génération de Didier Drogba, de Kolo Touré Habib, de Emmanuel Eboué, en tout cas de grands noms du football africain en ces temps-là. Malheureusement, derrière, vous ne parvenez à gagner aucune coupe d'Afrique. Mais même si vous avez fait le boulot, j'avoue, même si vous avez permis de redorer le nom de la Côte d'Ivoire à l'international et en Afrique, qu'est-ce que ça fait de se dire finalement, après une si belle équipe, vous ne réussissez pas finalement à gagner un trophée majeur continental? Comment est-ce que vous le ressentez aujourd'hui? Franchement, c'est peut-être l'élément de ma carrière qui aujourd'hui me fait le plus mal. Le fait de pas avoir remporté de titre avec cette équipe-là, c'est pour moi mon plus gros échec sur le plan sportif, parce qu'on avait vraiment tout pour remporter au moins un titre continental. Et même au niveau international, même au niveau mondial, je pense qu'on avait vraiment une équipe pour créer une sensation, faire une surprise, et emmener l'Afrique peut-être en demi ou en finale d'une Coupe du Monde. Et malheureusement, c'est les petits détails du haut niveau qu'on fait qu'on n'a jamais réussi à remporter un titre malgré l'équipe qu'on avait. Est-ce que mes internautes et moi pourront comprendre qu'est-ce que tu entends par petits détails du haut niveau? En fait, nous, on aimerait bien que tu t'exposes là-dessus. Bon, les petits détails du haut niveau, c'est quand tu arrives sur un terrain, c'est pas juste le fait d'avoir des stars ou des gros joueurs qui va faire que tu vas gagner. C'est dans la vie du groupe, de manière générale, dans l'organisation des compétitions,
dans la gestion aussi des joueurs. Parce que quand vous avez une équipe avec des stars, ça vous demande pas la même gestion que quand vous avez une équipe avec des joueurs qui sont pas connus. Donc, oui, dans la gestion des joueurs aussi, on n'a pas été à la hauteur. Et comme j'ai dit, hein, quand vous mettez un après les autres des petits détails qui sont pas faits, bah, ça fait que vous passez toujours à côté du titre. Alors, effectivement, comme tu le dis si bien, une équipe, c'est un dehors et sur le terrain à la fois. Alors, pour avoir un bon groupe, il faut aussi avoir un bon gestionnaire de groupe et tout. Et là, en ce moment, avant de refermer l'épisode des éléphants, j'aimerais qu'on profite pour aborder, si tu me permets, bien sûr, les élections présidentielles de la FIFA. Peux-tu me donner ton point de vue sur ce qui se passe en ce moment concernant ce sujet? Mon point de vue, c'est que je regrette le fait que une grande nation de foot comme la Côte d'Ivoire mette autant de temps à organiser ces élections pour la présidence de la fédération. Je pense comme un peu comme le Cameroun a fait, ça s'est passé assez rapidement, ça a été fait euh, de manière officielle, ça a été fait de telle sorte que voilà, les élections ont été mises en place, elles ont été votées comme elles auraient dû être votées. Et bah, moi, je pense que pour le foot ivoirien, pour l'évolution du foot ivoirien, on est en train de prendre pas mal de retard, qui fait que peut-être demain, on regrettera le temps qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que les élections se fassent et qu'on puisse avancer avec la sélection ivoirienne pour remettre la Côte d'Ivoire sur le sommet de l'Afrique. Alors, Emers, toi qui as côtoyé cette équipe je vais dire, de Côte d'Ivoire et pendant des années, bien sûr, si on devait, même si tu ne votes pas, je vais dire, si on devait te demander de choisir le candidat selon toi, le meilleur candidat selon toi, qui est-ce que ce serait? Franchement, pour pouvoir se prononcer sur une question pareille, il faut avoir analysé, je pense, les programmes de tous les prétendants. Pour ma part, c'est pas le cas. J'ai entendu vaguement un peu les programmes, mais je suis pas rentré dans les détails des programmes des trois prétendants. Donc, je pourrais pas aujourd'hui dire oui, ce sera mieux avec tel ou tel candidat. Après, ce qui est sûr, c'est que le plus important pour moi, c'est que le football ivoirien a un potentiel aujourd'hui qui est pas exploité. Et quel que soit le futur président, j'aimerais bien comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on remette la Côte d'Ivoire là où est sa place. Et quand je vois le travail aujourd'hui d'une fédération comme le Sénégal, qui travaille dans la stabilité, je me dis on a tout pour faire pareil. Et je pense même on a peut-être même des meilleurs joueurs que les Sénégalais. Donc si demain on venait à travailler correctement comme les Sénégalais, je pense que eh ben, la Côte d'Ivoire gagnerait des titres et des titres et des titres et serait peut-être un sérieux prétendant pour la Coupe du Monde. D'accord. Alors, Emers, bientôt, il y a le match si attendu, le match amical France-Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as un pronostic à nous donner? Pronostic, ça va être dur. Franchement, bon, quand on voit aujourd'hui Mbappé, Benzema, la forme qu'ils ont, ça va être très compliqué. Nous, contrairement à la France, on est un peu, on va dire, dans le flou, on va dire, après la désillusion à la CAN. Ça va être difficile. Ça va être difficile. On va jouer contre une très, très bonne équipe, en plus à Marseille. Quand on connaît l'ambiance qu'il y a là-bas, ça va être un match difficile. Donc, même si je suis pour la Côte d'Ivoire, je vois quand même la France l'emporter avec son trio d'attaque, Mbappé, Benzema et Griezmann. D'accord. On va maintenant parler de ta maladie et de l'inattendu arrêt. Tu vois, MS, ce qui est frappant chez toi, c'est ta force mentale pendant tes apparitions publiques en ce moment-là. Je me souviens encore de ce reportage qui m'avait presque mis aux larmes. C'était lors de ta visite à Libreville, au camp d'entraînement des éléphants. Et ce paradoxe entre les pleurs de plusieurs de tes confrères, dont le coach Zawi et Malik Touré, et malgré tout ton élégant sourire,
bien que ce soit difficile à gérer. Veux-tu revenir? Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment-là? C'est dur, mais quand tu vas rendre visite à tes anciens coéquipiers, à tes frères, qui préparent une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, tu peux pas arriver là-bas avec tes émotions et avec ton visage serré. Tu dois arriver là-bas avec le sourire pour leur donner de la force, tu vois. Donc, c'est vrai que c'était pas facile, mais si j'ai accepté d'aller là-bas, c'était vraiment pour leur donner de la force. Et justement, je voulais pas que cet arrêt de carrière prématuré amène une froideur ou amène quelque chose de négatif en fait au sein de l'équipe nationale, parce que j'ai dit, ils préparaient une demi-finale qui était hyper importante pour l'équipe, et moi je voulais vraiment leur apporter on va dire un rayon de soleil et apporter du sourire, de la joie, que de leur apporter de la tristesse. D'accord. Alors, c'est quoi une phlébite de façon terre à terre? Phlébite, c'est comme un caillou qui est dans vos veines, et en fait le risque, c'est s'il y a un petit morceau qui se détache du caillou, il remonte dans les poumons et vous pouvez faire une embolie pulmonaire. Et à partir du moment où vous prenez des coups, eh ben, le risque justement que ce caillou se détache pour remonter dans les poumons s'agrandit. Donc, c'est à la base un problème de circulation du sang qui fait que mon sang était trop épais, et que c'est donc mon traitement que je suis en train de prendre encore aujourd'hui qui fait que mon sang est normal et que je peux avoir une circulation du sang comme tout le monde. D'accord. Et comment est-ce que tu apprends que tu souffres de cette maladie? En fait, la première fois, je me suis réveillé un matin, c'était un mercredi, et je me suis réveillé un matin, un mercredi, à Nantes, et on avait entraînement. Et quand je me réveille, j'ai une grosse douleur au niveau du mollet. Donc, je vais voir le docteur, je lui explique, il me dit, bon, est-ce que tu as pris un coup, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les 48 dernières heures? Je lui dis, non, moi, il s'est rien passé, j'ai pas pris de coup, j'ai rien eu, quoi. Il n'y a rien eu de spécial, mais en fait, à chaque fois que je me réveille ou que je me lève, j'ai mal au mollet pendant 30 secondes et puis après, ça passe. Mais si je m'assois net, je me relève, je vais encore avoir mal pendant 30 secondes, et ainsi de suite. Bon, donc au départ, le doc, il me dit, bon, ça doit être une petite contracture, peut-être due à la fatigue, puisque tu n'as pas pris de coup, bon, ça doit être la fatigue. Donc, on m'a laissé au repos mercredi, jeudi, et comme on avait un match le samedi, j'ai repris l'entraînement vendredi pour préparer le match du samedi. Et le samedi, avant le match, on m'a mis un peu de chaud sur mon mollet pour pas que je sois gêné. Mais à partir du moment où en fait j'étais déjà dans le match, j'avais plus de douleur. Mais dès que je m'arrêtais net, ça me relançait. Et à l'issue du match, je me souviens aussi, on devait aller jouer à Madagascar. Mais le doc, il m'a dit, écoute, tu vas pas voyager avec cette douleur parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Donc, lundi, je vais t'envoyer faire un examen. Donc, le lundi, je vais faire mon examen, et à la stupéfaction du radiologue, il me dit, bon, le truc que tu as là, franchement, il était, en fait, à la réaction du radiologue, j'ai compris que c'était grave. Parce qu'il était incapable de me dire en vis-à-vis qu'est-ce que j'avais. Donc, il m'a dit, bon, tiens, prends tes examens, va voir ton doc et t'expliquera lui. Et quand je suis allé voir le docteur, il m'a expliqué que j'avais fait une phlébite. Et c'était en quelle année? C'était en 2006. En 2006. Non, 2007. 2007. 2007. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que tu savais déjà que tu souffrais de cette maladie, en fait, bien avant. Non. Ça veut dire en 2007. Bien avant l'arrêt de ta carrière, je veux dire. Bien avant l'arrêt de ta carrière, tu savais déjà que tu souffrais de cette maladie. Voilà. En fait, en 2012, quand j'arrête, j'avais déjà fait 4 phlébite, en fait. Ah. Voilà, c'était ma quatrième. La première en 2007. Après, j'en ai fait une 2 ans après, en 2009. Après, 2 ans après, en 2011.
Et en fait, quand je reprends en 2011 de ma troisième phlébite, seulement un mois après, je fais une quatrième phlébite, je fais une rechute. Et c'est là qu'on a dit que, en plus, ce qui était le plus difficile pour moi à l'époque, c'est qu'on ne connaissait pas l'origine, en fait, de ça. On ne savait pas d'où ça venait parce que j'ai fait des analyses avec un Américain, j'ai fait des analyses avec un Belge, j'ai fait des analyses avec le spécialiste qui avait traité Serena Williams parce que Serena Williams avait aussi eu des problèmes de phlébite. Donc, j'ai fait des analyses en Angleterre, j'ai fait des analyses partout avec tous les plus grands spécialistes de la circulation du sang et on n'a jamais trouvé, même aujourd'hui, quelle était l'origine de mes phlébites. Donc, c'est pour moi ce qui a été le plus dur. Alors, tu dis que Serena Williams a eu le même cas, effectivement. Ce qui ramène à dire que tu aurais pu continuer ta carrière si tu le souhaitais. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu décides finalement de ne pas prendre le risque? Parce que le truc, c'est que entre la première et la deuxième phlébite, il y a eu 2 ans. Entre la deuxième et la troisième phlébite, il y a eu 2 ans. Entre la troisième et la quatrième phlébite, il y a eu 1 mois. On savait pas d'où ça venait. Donc, bon, j'ai des enfants. C'est vrai que j'aime le foot, mais bon, pour moi, prendre le risque de mourir sur un terrain, en fait, entre prendre le risque et ne pas prendre le risque, j'ai préféré ne pas prendre le risque, en fait. C'est une sage décision. En tout cas, je pense que c'est une sage décision de papa. Et à propos, en parlant de tes filles, j'ai ouï dire que toutes tes 2 filles jouent au foot. C'est ça. Pas si c'est à cause du père ou pas, je sais pas. Mais oui, elles font. Justement, là, tu me poses parce que c'est la question que j'allais te poser. J'allais te demander à savoir si tu avais en quelque sorte influencé leur choix ou qu'est-ce qui s'est passé? Non. En fait, quand j'ai eu la première, en 2008, on était à la CAN au Ghana. On était à la CAN au Ghana et avec Salomon Kalou, j'ai dit, moi, mes filles, enfin, là, c'est ma fille, j'en avais pas à l'époque. Mais j'ai dit, ma fille, ce sera du tennis. J'ai dit, ma fille, c'est tennis. Je les voyais en Serena Williams. Et non, le foot, franchement, c'est la grande d'abord qui a choisi le foot. Je sais pas, un jour comme ça, elle s'est levée, elle a dit, bon, moi, je vais faire du foot. Moi, j'avais déjà arrêté, donc on va dire, elle connaissait que j'étais ancien joueur de foot, mais elle m'avait jamais vraiment vu jouer. Finalement, parce que quand j'ai arrêté, elle était petite. Donc, elle était venue à quelques matchs, mais elle était petite. Elle se rendait pas compte, je pense. Donc, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais un beau jour, elle s'est levée, elle m'a dit, elle veut faire du foot. Et puis sa sœur, pareil, sa sœur, elle faisait de la danse au départ. Et puis, je pense que sa petite sœur, elle en avait marre. Parce que la danse, la danse classique, c'est particulier. On peut pas accéder aux entraînements. Donc, la petite avait besoin qu'on la suive et qu'on la voie aussi pendant son activité sportive. Donc, elle a dit, bon, elle aussi, elle va faire du foot. Et puis, bon, jusqu'aujourd'hui, elles sont encore dedans. Mais moi, je mets pas de pression sur ça. Je pense que le plus important pour moi, c'est qu'elles aient une activité sportive et puis qu'elles soient contentes dans l'activité qu'elles font. Donc, c'est le plus important pour moi. En tout cas, bonne chance à elles dans leur carrière et beaucoup de courage surtout à elles. On espère qu'elles seront des guerrières comme leur père a été sur le terrain. Maintenant, je souhaite qu'on aborde le sujet de la reconversion. Alors, pourquoi avoir choisi précisément le métier d'entraîneur quand on sait qu'il y a beaucoup d'autres métiers à côté pour le football? Bon, je sais pas. Au départ, je ne savais pas ce que je voulais faire. Agent, pour moi, c'était pas possible. Ça ne correspondait pas à ma manière d'être. Agent, c'était pas possible. Après, recruteur, tout ça, ça m'intéressait pas aussi vraiment. Donc, je me suis dit, je vais essayer entraîneur pour voir si ça me plaît. Et à partir du moment où j'ai essayé, en fait, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire et je me suis lancé dans cette voie-là. Et donc, tu as commencé avec les U17 et plus tard les U19. Et la particularité avec ces catégories, c'est qu'elles sont assez décisives dans la carrière de tout footballeur. Comment tu es parvenu à gérer l'importance de ce rôle? La chance que j'avais aussi, c'est que d'un, j'étais jeune.
J'étais un jeune entraîneur. Et, et j'étais un jeune joueur aussi. Enfin, j'étais un jeune retraité. Donc, on va dire, j'avais quand même la crédibilité parce qu'il me connaissait encore en tant que joueur. Donc, mon message passait plus facilement. Et puis moi, j'ai toujours aimé transmettre, en fait. J'ai toujours aimé transmettre et j'ai aussi eu une histoire particulière, justement, avec la femme de ma carrière prématurée. Donc, je pense que pour leur donner, leur faire comprendre l'importance de certaines choses dans le foot, je pense que j'étais vraiment bien placé pour leur inculquer ces choses-là. Mais en tout cas, moi, j'aime transmettre. Et puis, tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre et de vivre en tant que footballeur, j'ai envie de leur donner et qu'ils aient la chance de connaître des mêmes émotions comme moi j'ai connu. Je vois, d'accord. Alors, après 10 ans avec le gym et un BFF, tu es désormais entraîneur de l'équipe réserve de Clermont Foot 63 en National 3. Pourquoi avoir choisi ce projet? Parce que déjà, c'est vrai que j'ai fait 17 ans, 19 ans. J'avais envie d'aller chez les grands, en fait. J'avais envie d'aller chez les grands parce que moi, quand j'ai commencé à entraîner, mon objectif sur le long terme, il était clair. Je voulais être entraîneur d'une équipe professionnelle, mais je voulais pas griller les étapes. Je voulais vraiment y aller étape par étape, voilà, en commençant par les petits, après les un peu plus grands. Et là, j'arrivais à un moment où j'avais besoin d'aller chez les seniors. Malheureusement, à Nice, on m'a pas donné cette opportunité-là. Et comme je connaissais bien le directeur du centre du Clermont Foot 63, il m'a présenté son projet et je me suis rendu compte que c'était un projet qui correspondait vraiment à ce que je voulais. Donc, voilà, j'ai pas hésité à foncer. D'accord. En tout cas, encore beaucoup de chance dans cette nouvelle carrière, je veux dire, dans ce nouveau club. Là, je vais te poser la question qui fâche. Emers, tu es plutôt José Mourinho ou Arsène Wenger comme style? Plus Arsène Wenger, on va dire. D'accord. Plus. D'accord. Et pourquoi, selon toi, pourquoi ce choix? Pourquoi Arsène Wenger? Je pense qu'on est plus, je vais pas dire formateur parce que Mourinho, mais on a peut-être plus la même manière de voir le jeu que Mourinho. Mourinho, c'est un coach qui est très très fort tactiquement, qui fait bien défendre ses équipes, alors qu'Arsène, je le vois plus comme un coach qui fait jouer son équipe un peu comme Pep Guardiola aujourd'hui. Et moi, je me rapproche plus de ce style-là. D'accord. Alors, là, je souhaite vraiment, je tiens, à te dire merci pour cette émission. Je sais que c'était pas évident, mais j'ai remarqué, en tout cas, à la va-vite, j'ai parcouru un peu tes réseaux et tout, et tu es quelqu'un généralement d'humain. Et vraiment, je tiens à te dire beaucoup merci. J'ai vu que tu es très actif aussi pour tout ce qui est cause humanitaire et caritative. Et franchement, je tiens à te dire merci pour toute la force que tu donnes à toutes ces personnes qui essaient d'aller de l'avant. Et puis nous aussi, de notre côté, on va prier pour toi. On te souhaite beaucoup de courage dans ta carrière. Ah, c'est gentil en tout cas. Je t'en prie. Tout le plaisir a été pour moi. MS, porte-toi bien et à très bientôt. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.